a à la fin du Sefer Vaïkra une paracha très particulière qui s'appelle la paracha des Arachin. Arachin, c'est un barème de la valeur accordée à l'homme, au terrain, aux animaux. C'est assez particulier. Je vais un petit peu vous lire quelques psukim et Rashi à ce propos. On va essayer de comprendre quel est l'intérêt de cette paracha, très particulière. Dans le Perek Kavzaïn, le pasuk tet, Vibe Masher Yakriv Mena Korban Lashem, Kol Asher Itin Mimeno Lashem Yekodesh. Si jamais quelqu'un consacre, il rend Hekdesh, un animal qui peut être offert en sacrifice, il ne peut cet animal qu'être offert en sacrifice. Maintenant, pasuk Yudalev, c'est le Perek Kavzaïn, Vim kol behema temea asher lo yakrivu mimena korban laHashem ve'emid et habehema lifnei hakohen. Maintenant, s'il s'agit ce qu'on appelle une behema temea, c'est pas un animal interdit, mais c'est le même animal que précédemment, sauf qu'il y a un défaut qui empêche qu'on l'offre. Si jamais il s'agit d'un animal interdit dont on aurait offert un korban à Hachem, mais sous-entendu qu'on ne peut pas le faire, alors on apportera cette bête devant le Kohen, ben tov ben ra, et c'est le Kohen qui va définir la valeur de cet animal. Peu étonnant, pourquoi un Kohen, si c'est pour définir la valeur d'un animal, c'est plus facilement fait que si on réunissait quelques commerçants, quelques spécialistes, des marchands de bestiaux, ils sauraient définir la valeur d'une bête beaucoup plus facilement, d'une façon plus professionnelle peut-être que ce Kohen. Bien. Ve'im gaol yigaleno ve'yasafra mishito al erkecha, et si jamais ce propriétaire qui a consacré cet animal, qui n'a pas pu être offert en sacrifice, donc il y a deux genres d'animaux, si vous voulez. Il y a des animaux qu'on peut offrir en sacrifice, ceux qui sont cités dans le Sefer Vaïkra, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas l'être, soit parce qu'ils ont des défauts, soit parce que c'est carrément des animaux qui ne sont pas offrables sur le misbéar. Alors, ceux-là, on peut les offrir en Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est-à-dire pour les réparations du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash avait beaucoup de frais. Il y avait l'entretien, il y avait des choses à acheter, il y avait... Bon, c'est un grand business. Et on peut consacrer, si par exemple je dis, pas un animal, mais par exemple c'est l'offre au Beth Amikdash, le Beth Amikdash n'est pas intéressé par la table. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va mettre ses tables aux enchères, et puis il va récupérer l'argent. La table, on pourra la récupérer, celui qui l'a racheté, et l'argent, ça va être pour les besoins d'entretien du Beth Amikdash. Mais si on est en train de dire, c'est le propriétaire, celui qui a consacré cet animal, qui venait à racheter l'animal, alors lui, il doit rajouter un cinquième. Il ne se contentera pas de récupérer, de payer la somme et de récupérer l'animal, mais il devra rajouter à la valeur de l'animal. Et ça, c'est seulement vrai si c'est le propriétaire qui l'a consacré au début qui le rachète par la suite. Rashi dit à ce propos, c'est Perek Kavzaïn Pasuk Yud Gimel, Vim gaolu galeno bebaalim hichmira katuv losif chomesh vechen bemagdish bait vechen bemagdish et asade vechen bepidyon maaser sheni habalim mosifim chomesh v'lo shah kol adam. Si jamais il le rachète, Rashi, quand il s'agit du propriétaire qui va racheter, et Chmira Katouv, le verset est exigeant pour lui qu'il rajoute le cinquième. De même, cette loi ici on parle de l'animal, B'Makdish Baït, quelqu'un qui consacre sa maison. Et il veut récupérer sa maison. La maison, c'est pour le Beth Kabaït, ça veut dire c'est seulement pour la valeur qu'il représente. Ça n'intéresse pas le Beth Amikdash d'être propriétaire
de la moitié des maisons du Yerushalayim ou d'Eretz. Ouais. Mais il va récupérer l'argent à la vente de la maison. Hein. Et si c'est le propriétaire qui veut récupérer sa maison, il rajoutera un cinquième. De même, à Magdish et à Sadeh, quelqu'un qui consacre un terrain qu'il a, un champ, et il va le racheter, lui aussi doit racheter le cinquième, et le Maser Sheni, donc vous savez ce que c'est le Maser Sheni? Ouais. En deux mots, c'est une dîme, un dixième d'une récolte qu'on doit aller consommer à Yerushalayim certaines années, et si le chemin est trop long, c'est difficile d'amener tout ça, ou bien la charge, il y a trop de fruits, on a le droit de racheter ces fruits, et ces fruits alors deviennent chol, ils deviennent comme n'importe quel fruit, et l'argent qu'on a obtenu pour leur vente, ben, devra être dépensé à Yerushalayim. Hein. Dans ces quatre cas, on va rajouter, s'il s'agit de propriétaire, un cinquième au prix qu'il avait. D'accord? Bien. Dans les terrains, il y a deux genres de terrains. Il y a les terrains que l'on tient de ses ancêtres. Oui, hérité d'un terrain. Ça s'appelle Sde Achouza, un terrain qu'on détient. Et il y a un Sde Mikne. Sde Mikne, c'est un terrain qu'on a acheté, on a fait du business, on a acheté quelque chose. Les lois sont différentes dans les deux cas, et dans les terrains que l'on détient de par ses ancêtres, pour ceux-là, quand on les rachètera, il faut payer le cinquième, mais ils ont, quelle que soit la valeur du terrain, ils ont un barème fixe, que dans un espace dans lequel on peut semer un corps d'orge, c'est 75 000 amotes carrés, une amas c'est 50 à 60 cm, sur 50 à 60 cm, sur un espace pareil, il vaut 50 shekels pour les 50 ans. Donc si par exemple, il nous reste encore quelques années à courir, eh ben, on divisera la somme d'après la surface. Hein, on peut apprécier la valeur de ce terrain, mais c'est un barème. On ne regarde pas est-ce que le terrain il est très bon ou est-ce qu'il n'est pas bon, sauf si c'est un terrain rocailleux sur lequel on ne peut rien faire pousser. Non, on ne parle pas de ça. Si c'est un terrain dans lequel on peut faire pousser quelque chose, il y a des terrains qui sont plus ou moins arables, valables pour qu'on les plante. Hein. Ça a l'air un petit peu rébarbatif ce que je vous dis, mais après vous allez voir un peu comme les choses, j'espère, vont se mettre un peu en place. Alors, si c'est un terrain qu'on détient des ancêtres, alors il a un barème d'après sa surface, et donc ce barème-là, c'est pour 49 ans entre un Yovel et un Yovel, et à la fin du Yovel, il y aura une gestion spéciale. Si on venait le racheter après qu'il reste, disons que la moitié des années à courir, eh bien on paiera la moitié de la valeur de ce barème. D'accord? Bien. Ça, c'est le Sde Achouza. Il y a le Sde Mikne, Mikne comme Kinyan, acheté, quelque chose qu'on a acheté. Et donc, on a acheté un terrain, on peut offrir ce terrain au Beth Amikdash, mais si le propriétaire venait à racheter ce terrain, il ne rajouterait pas le cinquième. Il donnerait la valeur estimée par les Kohanim. Ça marche? La valeur. De nouveau, les Kohanim, comme pour l'animal, c'est les Kohanim qui gèrent la valeur. De la façon, pour les terres aussi, c'est les Kohanim qui vont gérer s'il s'agit d'un terrain avec lequel on fait du business. Bon. Alors, vous voyez que ce chapitre, qui conclut le Sefer Vaïkra, il faudrait voir, tiens, pourquoi quelque chose de chapitre assez étonnant qui conclut le Sefer Vaïkra, Torah de Kohanim, là où on parle des Kohanim, c'est comme ça qu'il s'appelle ce Sefer, hein, Torah de Kohanim. Qu'est-ce que ça termine avec cette histoire-là? Et l'histoire en elle-même, je ne la comprends pas d'ailleurs, de quoi il s'agit de rajouter le cinquième, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, pourquoi cette différence quand on veut racheter un terrain, entre si on le détient ce terrain par héritage de ses ancêtres, ou bien si on l'a acheté. Ouais, bon. Ça, c'est quelques problèmes un peu mystérieux qu'on va essayer de résoudre.
Le Maharal explique que pour quelle raison, quand c'est le propriétaire qui rachète un terrain, pourquoi il va payer plus? La valeur du terrain, c'est une valeur de terrain. Vous comprenez? Un terrain qui a une surface donnée, quand il va essayer de le racheter, un terrain, c'est un terrain. Pour le propriétaire, celui qui l'achète, c'est un terrain qui vaut tant et tant, et pour tout le monde, il vaut tant. Pourquoi le propriétaire doit payer plus? Pourquoi, si c'est son animal, pourquoi il devrait y payer plus? Pourquoi, si sa maison, il doit payer plus? Pourquoi, si c'est Maser Sheli, il doit payer plus quand c'est le propriétaire qui le rachète? Alors, il donne deux raisons à cela. Un, il dit parce que pour un propriétaire, récupérer sa bête, ça a plus de valeur que pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il y a le koshra de Riyata, le fait que cet animal, il est déjà cachère, il est déjà utilisable mieux par quelqu'un qui l'a connu et que lui a connu, que l'animal a connu. C'est-à-dire, il connaît la voix, il sait un peu le mode de fonctionnement de cette personne, donc du propriétaire. Donc pour le propriétaire, c'est pratique de récupérer un animal avec lequel on a déjà eu affaire. Alors que pour quelqu'un qui est étranger, cet animal, c'est un animal qu'il faut commencer à domestiquer, à lui apprendre et tout ça. Donc, c'est pas normal, dit le Maharal, que si cet animal, ou une maison, je veux récupérer la maison, mais pour moi, elle veut dire plus cette maison, moi qui en étais propriétaire par le passé, que pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, c'est juste un investissement foncier, c'est une maison. Cherche quelque chose, il a trouvé une maison. Mais pour moi, c'était ma maison. Ça veut dire j'ai un lien avec cette maison. Je sais comment distribuer cette maison, je sais comment la ranger, je sais comment, etc. Donc elle représente plus, par le fait que j'en étais propriétaire, elle représente plus que un terrain, que cette maison pour quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas normal, dit le Maharal, que je paye le même prix, alors que pour moi, ça représente plus de valeur. C'est pour ça que je paierai le 5e. Ça marche? Pas trop difficile? C'est un genre de délit initié, enfin, d'évitement de délit initié. C'est pas un délit d'initié, il n'y a pas de délit là-dedans du tout. Mais ce serait... C'est la même pensée. Ça veut dire qu'il est plus proche de la chose. C'est pas un délit, on ne parle pas de Trump, on parle de choses sérieuses, et pas de crapules, et pas le monde du commerce, on ne parle pas de ça. Lui, c'est pas un délit d'initié, c'est un délit d'initiateur, c'est encore bien pire, parce qu'il sait avant qu'il n'aille faire un discours quel sera l'effet sur la bourse, et il investit et il gagne de l'argent déjà là-dessus. C'est un type qui relève du code pénal, ce type. Bon, enfin, peu importe. La deuxième raison, c'est que si on rachète une terre qui a passé par le Kodesh, c'est comme si passer par le Kodesh, c'était une simple opération commerciale. Je rachète le truc au prix que le marché lui accorde, d'après le barème qui est fixé là-dessus. Ouais. Et ça voudrait dire qu'on ne considère pas que le fait de passer par le Kodesh, ça lui a donné un plus. C'est un peu religieux, peut-être, cette façon de voir les choses, que le fait que ce terrain appartenait à un certain moment au Kodesh, eh ben, c'est un terrain qui a à faire un petit peu avec Dagdoucha. Même si ça se traduit pas par la qualité des récoltes, mais c'est quelque chose, c'est déjà un terrain qui représente plus qu'un simple terrain qui est sur le marché Vous comprenez? Voilà. La difficulté, c'est que ces deux raisons, si vous les appliquez à un sdé mikné, c'est-à-dire un terrain que vous avez acquis et que vous auriez consacré au Beth Amikdash, d'accord? Donc le Kohen va estimer la valeur de ce terrain, et si on veut le racheter, eh ben, on ne rajoutera pas le 5e, même si on est propriétaire. C'est un peu bizarre, parce que les raisons données par le Maharal, a priori, ne fonctionnent pas.
n'est-ce pas? On ne va pas dire que on rachète ce terrain il représente pour nous. Ah non, si c'était un terrain qui était d'héritier, mais... Alors, quelqu'un m'a dit une fois, il a dit, ben, il y a une grande différence. C'est qu'un sdé-mikné, un terrain qu'on achète pour le business, pour l'investissement, il n'est évalué qu'en fonction des récoltes qu'on peut faire dessus jusqu'au Yovel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Yovel? Hein? Il revient. Au Yovel, il revient. Donc, je ne peux disposer d'un terrain que d'un Yovel à un autre. Quand arrive le Yovel, le terrain reviendra à ses propriétaires initiaux. Donc, c'est des récoltes qu'on est en train d'estimer, d'après le nombre de récoltes qui restent à faire. Mais je pourrais dire quand même cette terre, j'ai quand même un lien avec cette terre. Pourquoi? Parce que je me suis investi là-dedans. Alors, juste, cette remarque, elle a été, quelqu'un me l'a faite, je trouvais que c'était pas mal. Il y a une grande différence entre le Sdé Arouza, le terrain hérité, et le Sdé Mikné. À part que l'évaluation est différente. Dans le Sdé Arouza, comme on l'a dit, c'est un barème d'après la surface, quelqu'un. Et d'après le Sdé Mikné, c'est d'après le nombre de récoltes. C'est que dans l'un, dans le Sdé Arouza, je possède la nue propriété et l'usufruit. Vous savez que quand on dispose d'un bien, je peux être et propriétaire de l'objet lui-même, c'est-à-dire je peux l'aliéner, je peux le vendre, je peux le transformer, je suis propriétaire du bien. Et l'usufruit, c'est l'usage que ça peut rapporter. Une maison, je peux la transformer, je peux en faire des choses, je peux aussi la louer. La louer, c'est les fruits que ça rapporte, c'est l'usufruit. D'accord? Alors sur un SD Mikné, un terrain que j'ai acheté, j'en ai que l'usufruit, j'ai que la production de la terre. La terre, je ne la possède pas, puisque la terre, elle appartient et elle reviendra au propriétaire initial. Ça marche? Alors que l'autre, le Sdéarouza, et je suis propriétaire du bien lui-même, de la terre elle-même, et de la production. Mais ça n'explique pas pourquoi tu vas me dire, dans l'un on paye le cinquième et l'autre ne paye pas le cinquième. Ok? Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? C'est un peu compliqué peut-être, c'est quelques notions un peu compliquées, mais Rachi, avec le Maharal, nous explique pourquoi le propriétaire, dans certains cas, il paye plus. On n'a pas compris pourquoi c'est le cinquième. Ça, c'est pas expliqué. C'est plus. Ok, pourquoi ça a été fixé au cinquième? Deuxièmement, on ne comprend pas la différence. Pourquoi dans ce Deachouza, le propriétaire rajoute le cinquième, alors que pour l'autre, bien qu'il n'en ait que l'usufruit, pourquoi il rajoute pas le cinquième? Il le récupère au prix du nombre de récoltes qui reste à faire, a priori, jusqu'au prochain Yovel. Hein? Voilà. Alors, Mara nous dit quelque chose de très particulier. Il dit, c'est un grand spécialiste, une des choses dans lesquelles le Maharal est un grand spécialiste, c'est dans la signification des nombres. 4, ça définit l'espace. Dès qu'on parle 4 points cardinaux, l'Imaod, c'est la gestion du monde. Hein? Bon, tout le monde connaît ça. Qu'est-ce que c'est 5? 5, c'est le centre où aboutissent les diagonales. Si vous prenez des coins et vous tracez 2 diagonales, le centre, c'est là que ça se concentre. Concentre. Oui, bien, je n'ai pas fait exprès. Alors, 6 et 7. 6, c'est quoi? C'est l'espace. Devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, le dé, un dé. Ça, c'est l'espace. Il y a 6 faces, n'est-ce pas? 7, c'est le centre. C'est là où aboutissent. C'est le point de rencontre de toutes ces faces. C'est pour ça, par exemple, on va dire, la semaine est composée de 6 jours, et le Shabbat, c'est le sens de la semaine. Vous voyez? C'est là, le 7, c'est le sens, la finalité, la raison d'être de l'espace. Alors que sur le plan, le 5, il joue le même rôle. C'est là que ça converge, c'est le centre de. D'ailleurs, quelle est la lettre qui vaut 5? Le He. Vous avez déjà vu comment ça s'écrit un He, dit le Maharal? Le He, c'est un Dalet et un point. Le He
officiel. Un dalet, 4 et 1. Hein, comme s'il y a une allusion dans le chiffre He, que c'est l'espace avec l'allusion au centre de l'espace, là où ça aboutit. D'accord? Bien. Alors, on peut considérer l'espace, juste comme ça, c'est 4. Et on peut considérer que l'espace a une signification, ça a une finalité. Voilà. Alors, le Sdé-Mikné, si maintenant on revient, et le Sdé-Achouza, ils ont cette différence. A priori, vous auriez dit peut-être, que à quoi on tient plus? Un Sdé-Mikné ou un Sdé-Achouza? Sdé-Achouza, c'est vrai, c'est un truc qu'on a des ancêtres. D'accord? Bon, il a un avantage. Mais le Sdé-Mikné, c'est le produit de mon travail. J'ai travaillé pour obtenir quelque chose. Je l'ai acheté. C'est mes réalisations. Le Sdé-Mikné, c'est le produit de mon travail. Or, on nous dit, Rotse Adam bekav shelo, metisha kavim shel chavero. Un homme, il privilégie les choses dans lesquelles il s'est investi, le produit de son travail, beaucoup plus que la quantité. Si un homme, il a travaillé dans quelque chose, cette chose, elle veut dire quelque chose avec lui. Elle signifie quelque chose pour lui. Ça représente du travail. Ça représente son investissement dans la chose. Elle veut dire beaucoup plus que simplement la valeur. C'est heureux d'ailleurs parce qu'on dira par exemple d'Olam Haba, c'est important que des choses que nous on a fait, on récolte le fruit de ce que nous on a fait. C'est des choses qui veulent dire quelque chose personnellement à nous. C'est pas une question, est-ce que on pourrait faire plus, il y a des gens qui font plus, oui, mais ce que nous on veut retrouver, c'est pas des choses qui ne veulent rien dire pour nous, simplement que c'est de la quantité. Oui, dans la Maba, on veut, eh bien, moi j'ai construit ça, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai construit? Oui, bien. Alors on pourrait dire qu'un Sdé Mikné, il est encore plus important qu'un Sdé Achouza. Parce que le Sdé Mikné, c'est juste quelque chose dans lequel je me suis investi là-dedans, et c'est le produit de mon travail. C'est moi qui l'ai fait. Ce que j'ai hérité, bon, je l'ai reçu, c'est très bien, c'est superbe. C'est mon mazal, j'ai un beau mazal, mais le Sdé Mikné, c'est plus. Or, on nous dit que le Sdé Achouza, c'est, il faut rajouter, alors que Sdé Mikné, c'est juste la valeur de la chose. Oui? Alors, on va essayer d'expliquer ça, que il y a le début du chapitre qu'on avait, avant de parler des animaux qu'on a consacrés, avant de parler des terrains qu'on a rachetés, il y a des arachim et il y a des damim. C'est-à-dire, les arachim, c'est un barème qui est fixé par la Torah, comme pour le terrain. Hein, comme pour le terrain qu'on a en héritage, il y a un barème. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire RR Plonia, là, je prends sur moi d'offrir au Beth Amikdash la valeur d'une personne, et bien ça dépendra de son âge et de son sexe. Mais en fonction de l'âge et du sexe, il y a une valeur. Et quelqu'un qui s'engage à l'offrir, d'accord? Quelqu'un qui s'engage à l'offrir, eh ben, il doit donner telle et telle valeur. Il y a une deuxième façon d'apprécier une personne, c'est les damim, la valeur. Qu'est-ce que c'est le prix de la personne? Comment tu évalues le prix d'une personne? Eh ben, on va le mettre sur le marché du travail. Combien les gens sont prêts à acheter pour obtenir cette personne en esclave? Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert? Peut-être que si quelqu'un dit je donne le prix de cette personne au Beth Amikdash, ok, on va l'évoluer. Mais il y a encore autre chose. Vous savez que quand on fait un dommage, on blesse une personne, on rend infirme une personne, cette personne a perdu de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a perdu de son prix, c'est pas de sa valeur, elle a perdu de son prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si par exemple, vous avez un pianiste et qu'il se casse un doigt et qu'il lui manque un doigt,
je dirais, il a perdu d'une façon énorme le prix qu'il représente sur le marché. Parce qu'avant, il pouvait faire des concerts, avant, il réjouissait les gens, il savait faire des choses extraordinaires. Maintenant, avec un doigt au moins, il est absolument atrophié. Oui, c'est quelque chose c'est un handicap. Si c'est quelqu'un, par exemple, un gardien de terrain qui fait fuir les oiseaux pour qu'ils ne mangent pas de trucs, le fait qu'il a un doigt en plus ou en moins, enfin, plutôt en moins, ça ne ça fait pas grand-chose. Vous comprenez? Ça veut dire que sa valeur marchande est appréciée d'après le service qu'il pourrait rendre. Vous voyez, il y a, comme pour les terres dont on a parlé, il y a la terre qu'on considère avec un barème, combien ça vaut, c'est d'après la surface, c'est indépendamment du prix qu'elle a. Et il y a les terres qui sont les terres du business, la valeur marchande, celle-là, il sera estimé d'après le nombre de récoltes. Mais la même chose pour les hommes. Un homme a un RR, il a une valeur qui est un barème d'après l'âge et le sexe. Et il y a aussi le prix de cet homme sur le marché, la valeur marchande comme esclave. Vous voyez? Bien. Alors, quand je parle de la valeur marchande de quelque chose, la valeur marchande, c'est comme Damim, c'est la valeur sur le marché. Regarde les productions qu'elle est amenée à faire, et le regard, c'est Zdemikné. Hein? Bon, il n'y a que ça. Alors, je dirais, sa seule valeur, c'est la valeur par rapport à mon travail. J'ai travaillé, j'ai fait des investissements, j'ai acquis de l'argent, etc. C'est mon travail par rapport à moi. Si vous regardez un Sde Achouza, le Sde Achouza, c'est autre chose. C'est me considérer pas en tant que tel, suffisamment en tant que tel, mais d'après ce que je représente. Oui, cette terre, elle représente un héritage. Je m'inscris comme une suite de. Je ne me regarde pas en tant que tel, ce que moi j'ai réalisé. Ça, c'est ce démicné, c'est le produit de mon travail. Comme damim, ça s'appelle damim, c'est juste le prix de la chose. Quel est le prix sur le marché des esclaves? Ou quel est le prix sur le marché des terrains d'une terre qui reste encore à faire telle et telle terre, qui est bonne ou moins bonne, pendant tant et tant de récoltes, pour tant et tant de récoltes jusqu'au Yovel. D'accord? Ça considérait juste la personne ou le terrain en tant que dans l'immédiat, dans la relation présente avec elle. Si je regarde une personne telle qu'elle est, que elle vient de quelque part, elle s'inscrit dans le clan d'Israël, c'est autre chose, c'est l'autre regard que j'ai sur elle. Vous comprenez? C'est estimer la personne non pas seulement dans ce qu'elle est maintenant, mais dans ce qu'elle représente. De la même façon, une terre héritée, c'est une terre qui me rattache à quelque chose. Et il y a une grande discussion pour savoir, par exemple, si on a fait honte à une personne. Si on fait honte à une personne, on va estimer quel est le dédommagement qu'il faut apporter. Il y a deux écoles là-dessus. Par exemple, on peut dire Hakol le fiam vayesh, vamid bayesh, tout dépend de la personne qui a fait honte et à qui on a fait honte. Une personne d'importance à qui tu craches sur elle, oui, c'est beaucoup plus honteux qu'une personne qui est un clochard. Vous voyez? Bon, ça dépend aussi. Si la personne qui a fait honte, elle est importante, ou si elle n'est pas importante, ça il faut voir, est-ce que ça fait plus de honte ou moins de honte? Bon, voilà. Ça c'est une façon d'estimer le paiement, le dédommagement de ce qui a été fait comme honte. La Mishnah, elle raconte l'histoire autrement. Une fois, il y a un type a fait honte à une femme, il lui a soulevé la perruque. Bon, c'est pas marrant, hein. Bon. Alors ils ont estimé, ils sont allés chez Rabbi Akiva, ils ont dit combien que tu estimes? Rabbi Akiva il dit 412, ce qui est une somme considérable. 412. Alors celui qui a fait honte à la femme, il a dit Rabbi, tu me laisses le temps juste pour que je règle cette dette? Elle dit oui.
qu'est-ce qu'il a fait? Il connaissait la femme à qui il a fait honte. Et il savait que c'était une femme qui était nulle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que la femme, elle sorte, et il a brisé devant elle une petite fiole avec de l'huile. Femme aussi sec, aussi mouillée, elle prend sa perruque, elle récupère l'huile. Le bonhomme est disposé des témoins pour observer la scène. Il a filmé la scène. Il va chez Rabbi Akiba, il dit, le Zouani Mishalem Arban Zouz. Tu veux que je lui paye à elle, cette femme qui n'a aucune honte, d'enlever sa perruque pour récupérer quelques sous d'huile, une femme qui fait tellement peu cas de sa dignité, à elle tu veux que je paye fortune? Rabbi Akiba lui dit, t'as rien dit. C'est une descendante d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que Rabbi Akiba, il ne regardait pas les choses sous l'angle qui est-ce qui a fait honte, à qui on a fait honte. Si on avait regardé qui a fait honte et à qui on a fait honte, on dirait, cette femme, sa honte, ça ne vaut pas grand-chose, puisqu'elle est prête elle-même de passer là-dessus, pour quelques sous. Ouais, bon. Mais si tu regardes que cette femme, elle vient d'Avram, Yitzhak, tu la regardes comme ça devient autre chose. Ça devient une shama. Ça devient quelque chose qui s'inscrit dans le clan d'Israël. Vous voyez? Donc il y a deux appréciations possibles. Selon la valeur marchande, l'estimation sur le marché, et selon la valeur intrinsèque, je veux dire la valeur fondamentale de la personne. On peut regarder une personne sous l'angle d'Amim, du prix qu'elle a sur le marché, ouais, ou bien on peut la regarder sur le sens des arachin, la valeur qu'elle a cette personne. Et une personne, elle a peut-être un prix qui est rien, mais comme valeur, c'est énorme. Ou bien, et puis voilà. De même pour Shabbat. Les rois, les gens riches, avaient l'habitude de vendre des huiles très précieuses comme ça, pour le bien-être du corps. Shabbat, je parle Shabbat. Et ils avaient l'habitude d'utiliser une huile très précieuse, très chère. Ouais, bon. Si ces personnes riches, nobles, enfin, surtout riches, ont une blessure, eh bien, le fait qu'elles frottent de l'huile sur la blessure, ça va faire du bien. Mais on ne considère pas que c'est manifestement un remède. Ils ne sont pas en train de guérir ça. Pourquoi? Parce qu'elles le font d'habitude. C'est habituel chez ces personnes de se soigner. Oui? Bien. Alors, une personne qui est pauvre, même si par hasard, une fois, elle dispose d'huile un peu précieuse, cette huile, n'a pas le droit de l'utiliser Shabbat pour ses plaies. Pourquoi? Parce que c'est manifestement de la refoua. C'est quelque chose de se guérir, puisqu'elle ne l'utilise pas normalement, elle l'utilise seulement parce qu'elle a une plaie. D'accord? Rabbi Shimon Omer, Kol Israël b'nei Mlachim même. Les Juifs, c'est des fils de rois. Ça veut dire, il dit, même un type qui en soi, il ne possède pas grand-chose, s'il en venait à posséder, lui, il a le droit, donc tout le monde est égal. Machatzita shekel. Le riche, il n'est pas plus que le pauvre, et le pauvre n'est pas plus que le riche. Il n'est pas moins. Vous voyez, cette façon d'apprécier les choses, ça c'est l'archin. Donc vous comprenez qu'on rajoute seulement un cinquième quand on a rajouté sur la valeur, sur ces archin. Pourquoi? Parce que parler de la valeur d'une personne, parler de la valeur d'un terrain hérité, oui, c'est quelque chose qui est regardé, le terrain, non pas seulement sous l'angle du travail immédiat, de la production, valeur marchande, valeur sur le marché, mais de regarder que là-dedans, il y a du sens là-dedans. Bien. Quand on dit que Israël, Avram, Yitzhak et Yaakov, quand on dit Kol Israël b'nei Mlachim, ça veut dire qu'on considère qu'il ne faut pas le regarder sous l'angle présent, comme maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Mais Rabbi Akiba ou Rabbi Shimon, il dit non, une personne c'est quelque chose, il faut le regarder
sur cette qualité qu'il a qui s'inscrit dans le clan. Ça marche? Bien. Je vais encore un peu avancer. Et donc, on va maintenant réfléchir pourquoi cette histoire d'Arachin, elle est à la place, à la fin du Sefer Vaïkra. Pourquoi cette histoire qui en réalité, bon, c'est bien, d'accord, on s'intéresse à ça, il y a des choses qu'on a dit, on a dit des choses intéressantes. Pourquoi c'est à la fin du Sefer Vaïkra? Alors, on peut dire la chose suivante. Le Sefer Vaïkra, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle Torah de Kohanim. Il parle des korbanot, il parle du rôle des Kohanim, et les Kohanim ont un rôle apparemment spécial dans le Sefer Vaïkra par rapport au Metzora. Vous savez ce que c'est le Metzora? C'est quoi? Le lépreux, très bien. C'est quelqu'un qui a certaines affections de peau, et donc, on va dire, est-ce qu'il est pur ou impur, cette personne? Il y a des lois assez complexes là-dessus. Même si on a un Talmid Chacham qui connaît très bien les halachot et qui pourrait nous dire, la halacha c'est que cette personne elle est pure ou impure, c'est pas à lui de dire pur et impur. Il dira à un Kohen, même si le Kohen lui n'y connaît pas grand-chose, c'est juste un Kohen, même si le Kohen ne connaît pas grand-chose, le Talmid Chacham il lui dit c'est pur ou c'est impur. Et c'est le Kohen qui va dire pur et impur. Vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu étonnant. Ça appartient au domaine privé du Kohen. D'accord? Bien. De la même façon chez nous, cet animal-là qu'on va estimer, ou ce terrain-là qu'on va estimer dans ce démikné, c'est l'apanage, c'est la propriété, c'est l'exclusivité du Kohen. C'est-à-dire, dans quel cas? C'est pas que les Kohanim sont les seuls qui estiment les valeurs des terrains. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du terrain que je suis en train de vendre à Rivka un terrain, ou il me vend un terrain. Là-dessus, il peut être estimé par des gens qui sont compétents. Je vends ma maison, je n'ai pas besoin de Cohen, je vends ma maison, elle s'intéresse à une maison, elle va demander à un agent immobilier d'estimer le bien. D'accord? C'est pas de ça, le Cohen n'a rien à faire là-dedans. Mais c'est dans le cas où j'ai consacré ma maison, quand j'ai consacré ma maison, pour estimer la valeur de cette maison en tant que récolte, combien de récoltes et tout ça, on va demander ça à un Cohen. Alors que j'aurais dit, demande ça plutôt à un agriculteur, il sera beaucoup plus apprécié, s'il reste encore 25 ans jusqu'au Yovel, il sera plus apprécié quelle est la valeur de cela qu'un Cohen. Pourquoi on passe par le Cohen? D'accord? Bien. Alors, je vais dire la chose suivante. Les Kohanim ont un rôle qui sont au-dessus de l'individualisme des Bnei Israël. Nous, les Bnei Israël, on est individualistes. Et regardez le Kohanim. C'est marqué, par exemple, qu'à Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il faisait le vidouille, il reconnaissait ses fautes, Vekiper Baado ou Baad Beto. Son vidouille à lui, sa reconnaissance des fautes, elle est pour lui et sa femme. Ça veut dire que le Kohen, il a une qualité de commencer son singulier, c'est déjà un pluriel. Son individualité. Il aurait dit, il y a sa femme. Non. Chez lui, ça commence, lui et sa femme. Vous voyez que le Kohen, il a quelque chose, un vécu qui est plus large, qui englobe d'autres que sa propre personne. Oui. Ou bien, quand Hachem a chargé Moshe d'aller sauver les Bnei Israël, oui, de les sauver d'Égypte. Alors, qu'est-ce que Moshe ne voulait pas. Il a dit, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller parce qu'il y a mon frère, pas savant. Ça me connaissait toute cette histoire. Alors Hachem lui a dit, toi, finalement, tu sais, tu es comme un Lévi, tu n'es pas un Cohen. Parce que Aaron, le Cohen, c'est parce que tu crois qu'il va être frustré et qu'il va se sentir désavantagé parce qu'on a fait passer Moshe avant lui. Moshe était plus jeune.
oui, qu'on a fait passer son cadet, parce qu'on l'a fait passer. Il vit pas les choses comme ça. Il se réjouira. Pourquoi? Parce qu'il a un vécu qui est plus large que les autres parties d'Israël. Les autres, Lévi Israël, c'est une partie qui a une capacité de dépasser la vision qui est tournée vers soi. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, que le Kohen, il est Ohev Shalom Verodef Shalom. Pourquoi c'est quelqu'un qui est tellement une disposition d'aller faire la paix entre les gens? Parce que chez lui, ça lui fait mal. Il le ressent autrement, lui, il sent le klal. Il vit à un niveau dans lequel, quand il y a une tension dans le klal, ça le rend malade. Moi, je suis un tzaddik, alors ça me dérange que deux personnes parce que je suis un tzaddik, mais normalement, je veux dire, j'en ai rien à fiche s'il y a un problème entre X et Y, je ne vais pas faire shalom entre eux. Oui, mais un Kohen, c'est quelqu'un qui est touché beaucoup plus et Ohev Shalom Verodef Shalom. On dit aussi que dans les... Quelle heure il est, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas mon... 11h44. Hein? 11h44. Merci. Alors, on dit aussi que quand les parachutes qu'on est en train de lire, Bamidbar, on fait le décompte des différentes tribus. Comment est-ce qu'on comptait, là, 603 550 juifs? Comment on les a comptés? De qui il s'agit, mademoiselle? De qui il s'agit qu'on a compté et qu'il y avait, on vous dit combien de... Oui? Les hommes entre 20 ans et 60 ans. Et 60. et 60. Exactement. Entre 20 et 60. Toutes les tribus dont on fait le décompte dans notre paracha, c'est la période où ils travaillent. Entre 20 et 60 ans, ils sont comptés parce que Esrim Lirdov, rentrer dans le monde actif, c'est compté entre 20 et 60 ans. Mais la tribu de Lévi, la Moudot Shevet, Liot Nimna Mi Beten, c'est une tribu. Lévi n'a pas compté à partir de 20 à 60 ans. On les compte dès qu'ils ont fait un mois, parce que pendant un mois, on considère qu'un enfant est encore en danger. Hein. C'est pas sûr que même s'il vient vivant au monde, qu'il va survivre. C'est une période très difficile. C'est peut-être une fausse couche, mais retardée, hein, qui va se ras de shalom. Oui. Mais donc une fois que le Lévi, il a passé 20 ans, et ben ça y est, il est dans la Gdusha. C'est là qu'on compte. Ça veut dire que là où il y a de la Gdusha, le rôle du Kohen, c'est pas par rapport à ta période d'activité, c'est par rapport à toi. Dès que tu es vivant, ça y est, tu es dans cette catégorie-là. Les Kohanim sont les gens qui portent, qui incarnent, qui traduisent la dimension de la grandeur du clan Israël. Alors que les autres tribus, elles sont comptées par rapport à leur travail, leur activité. Vous voyez, le Kohen a quelque chose de spécial. Ah maintenant tu te dis, tiens, les Arachin, c'est quoi? C'est estimer les choses d'après leur valeur. Pas par le travail, pas par la valeur marchande, mais parce que ce qu'ils représentent, et là-dedans, chacun est rattaché à ce monde-là. Donc vous voyez qu'en vérité, il y a une unité, que ce Sefer de Vaïkra, qui commence à parler de cette dimension spirituelle, dimension klal Israël, que les Kohanim détiennent plus que les autres, n'est-ce pas? Et bien en vérité, il s'achève ce livre avec les Arachin. D'ailleurs, qu'est-ce qui... Mais je ne pense pas que vous avez remarqué, la lecture qu'on vient de lire de Bahar B'chukotai, il y a dedans quelque chose, un chapitre assez terrible qui s'appelle quoi? Les Klalot. Et après les Klalot, c'est les Archin. Juste après. Le barème d'un homme. La valeur de l'homme. Qu'est-ce que ça a à faire? Ben, les Klalot, c'est l'échec de quelqu'un dans sa vie. Les Klalot, il a désobéi, il a fait des choses qui n'étaient pas répréhensibles. Ça, c'est les Klalot. Les Klalot, ça fiche à mal tout ce qu'un type il a pu construire dans son univers personnel. Après, on va lui dire, tu sais, même si tu as raté ta vie, c'est pas fini pour toi. Tu as les Arachin. Tu représentes quand même quelque chose.
chaque juif, il représente quelque chose, à part son apport personnel, son travail, le progrès qu'il incarne, à part tout cela, une personne, elle est aussi considérée comme étant un Ben Israël avec une neshama. Vous voyez? Donc c'est ça un peu de consolation et rassurer quelqu'un qui a l'impression que sa vie elle est en l'air, parce que dans ce qu'il fait, il voit ça marche pas, je fais des efforts, je me casse la figure, ça réussit pas, je progresse pas. Il peut avoir comme être saisi de découragement. Je dis mais j'arrive pas, j'essaye, je fais tous les efforts, ça marche pas, comme si sa vie elle est vidée de sens parce qu'il n'a rien réalisé dans le monde du travail, dans le public, sur la scène publique. Il va dire, mais j'ai raté, je suis pas ceci, je suis pas là, j'ai pas d'enfant, je trouve pas de chidour, je trouve pas de travail, mes parents sont divorcés, je sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent nous dire, mon vieux, tu es dans l'échec et tu es... Non, il faut toujours avoir à l'esprit, il y a Arachin, vient derrière pour nous dire, tu sais, un homme, quelle que soit sa valeur marchande, il a un barème. Oui. Et c'est pour ça que les Arachines viennent après. Et c'est aussi pour cela, je pense, que on conclut le Sefer des Kohanim, qui incarne donc cette dimension du klal, cette dimension que un homme est plus que ce qui n'est que dans le présent, oui, et bien ça termine en disant, mais tous les juifs, ils sont un peu Kohen. Si vous vous souvenez, juste pour terminer, on avait dit la dernière fois dans Parchat Emor, on avait dit que pourquoi est-ce qu'on lit la paracha des Harayot à Yom Kippour? Vous vous souvenez, on a posé cette question. Alors, en général, on va dire, mais parce qu'à Yom Kippour, étant donné que toi, tu es en train de monter, tu jeûnes, tu deviens comme un malach, tu peux s'imaginer que tu es déjà au ciel. Ah, il faut toujours te rappeler, tu sais, tu n'es qu'un être humain, avec ses pulsions, ses désirs, sa petitesse. Hein? C'est comme ça qu'on dit en général. Nous, on avait dit autre chose. On a dit le Kohen Gadol, son travail il est dans le Beth Amikdash. Mais toi, le juif, tu participes aussi à la Gdusha du Klal. Ta Gdusha, c'est pas le Beth Amikdash, mais c'est dans ta vie le fait de lutter contre tes pulsions, de lutter, de surmonter les désirs du corps. Donc vous voyez que c'est la même idée que le Kohen. Quand le Kohen, c'est lui qui va dire est-ce que quelqu'un il a une affection, il est Metzora ou pas, une affection de peau, hein, pas affectueux, il est touché dans sa peau, est-ce qu'il est Tahor ou pas? Si on allait le dire par un Talmid Chacham, ce serait juste quelque chose d'objectif, quelle est la valeur du truc, comment que ça représente. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit un Kohen qui déclare cette personne pure et impure, ça veut dire en référence à une autre dimension qu'une dimension purement individuelle. De la même façon, quand on est en train d'estimer la valeur des terrains, il y a peut-être des gens qui sauront mieux estimer la valeur de terrain que le Kohen. Mais ce qui est important, c'est que c'est un Kohen qui le fasse. Ça veut dire toujours avoir un souci de se référer à une autre dimension. C'est ça, le Sefer Vaïkra, c'est le livre de la dimension du Klal Israël, qui commence par le Beth Amikdash, les Korbanot et les Kohanim, et qui termine par la place de tout un chacun. Pourquoi ce machin il s'arrête pas? Faut que je jette?